Bonjour à tous. On va vous laisser arriver puisque vous êtes très nombreux. Alors, on est à 200, ça monte. Prenez place, prenez place. Ne vous ruez pas, il y a la place pour tout le monde normalement. Écoutez, bienvenue à ce deuxième webinaire des défis de ma cantine. Vous êtes nombreux à vous inscrire et très nombreux à participer. Encore un grand merci. Ces défis de ma cantine sont organisés par le ministère de l'Agriculture. Ces 6 rendez-vous qui ont lieu tout au long de ce premier semestre, les mardis à 14 heures pour parler de restauration collective. Après notre premier webinaire sur la restauration d'État, les restaurants administratifs et interadministratifs, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Défis et controverses, aujourd'hui, pour ce deuxième webinaire, nous traiterons des sociétés de restauration et de leurs clients. Nous avons un programme toujours chargé et de nombreux intervenants, dont les représentantes nationales restauration collective au ministère de l'Agriculture, Frédérica L'Huissier et Valérie Merle, et en charge des déploiements de Ma Cantine, cette plateforme que vous allez découvrir aujourd'hui, Jean-Baptiste et Jennifer. Vous pourrez poser toutes vos questions dans la fenêtre Q&R, questions et réponses. C'est important parce que ça nous permet de pouvoir les récupérer, de vous répondre pendant le webinaire ou par la suite par mail ou lors de 7 heures. Écoutez, je pense que tout le monde arrive. Voilà, nous en sommes à presque 300. Nous allons commencer sans plus tarder avec une introduction de Bruno Ferreira, directeur général de la DGAL, Direction générale de l'alimentation. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de webinaires « Les défis de ma cantine ». Défis, oui, car offrir une restauration collective durable, de qualité et accessible à tous est une attente forte de nos concitoyens et une priorité d'action du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. La restauration collective nous concerne tous, de la petite enfance aux seniors, en passant bien sûr par les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les administrations ou encore les entreprises. Rares sont les périodes de notre existence où nous ne profitons pas de ce service essentiel à la vie en collectivité et qui revêt une dimension sociale forte. La France a su développer une restauration collective unique au monde, exemplaire et inventive. En 2019, nous avons mis en place le Conseil national de la restauration collective. L'objectif ? Mobiliser les acteurs et toutes les forces vives de la filière, des producteurs aux consommateurs, autour de la mise en œuvre de la loi Egalim. Depuis, l'engagement de tous est remarquable. Ces efforts sont d'autant plus admirables dans le contexte de la crise que nous avons traversée ces derniers mois et qui, je le sais, impacte tout particulièrement votre activité. Le beau projet qui vous rassemble aujourd'hui concerne la mise en place de la plateforme numérique Ma Cantine. Là encore, il nécessite la mobilisation de chacun. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en collaboration avec la Direction interministérielle au numérique, a créé cet outil numérique totalement innovant dans une approche de co-construction avec vous, les utilisateurs et futurs utilisateurs. Cette plateforme permet aux restaurants collectifs d'appréhender facilement l'ensemble des mesures de la loi Egalim les concernant et de bénéficier d'outils de pilotage pour atteindre les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés. Nous souhaitons que cet outil devienne progressivement le vôtre et qu'il prenne toute sa place comme site de référence pour l'amélioration des pratiques relatives à l'alimentation dans les restaurants collectifs, mais aussi pour le reporting des efforts conduits pour améliorer l'approvisionnement de vos établissements. Vous le savez tous, depuis le 1er janvier 2022, les restaurants doivent intégrer dans leurs assiettes 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Oui, cet objectif emblématique est particulièrement ambitieux. Nous le savions et il constitue un véritable défi pour beaucoup d'entre vous. Mais les progrès sont réels et vous pouvez en être fiers. Cependant, les efforts doivent se poursuivre pour atteindre collectivement la cible fixée. C'est la raison pour laquelle l'État est mobilisé pour vous accompagner. Je formule le vœu que ces webinaires répondent à vos questions et à vos attentes. Encore une fois, je vous adresse mes remerciements sincères
pour votre mobilisation et votre investissement sans faille dans l'exercice de vos missions et dans le déploiement des objectifs de la politique de l'alimentation. Je vous souhaite à tous une excellente session. Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer, j'allais dire comme à l'accoutumée, puisque nous allons vous proposer un sondage pour savoir qui êtes-vous, quelle fonction et quelle structure vous représentez aujourd'hui pour ce webinaire. C'est important pour nous de le savoir, ne serait-ce que pour personnaliser un petit peu mieux le webinaire. Donc, vous avez une vingtaine, une trentaine de secondes pour identifier la fonction et la structure que vous représentez. Aujourd'hui, sur l'item prestataire-opérateur, on aurait pu mettre concessionnaire-délégataire, puisque évidemment, les sociétés de restauration collective assurent aussi bien un rôle de prestation, d'opérateur, de concessionnaire et de délégataire. On le verra dans les minutes qui viennent. On vous laisse une dizaine de secondes encore pour vous identifier et nous permettre de mieux savoir qui vous représentez. On a 80% de réponses pour le moment, mais ça monte, ça monte, ça monte. Très bien. Eh bien, on va laisser à 90%. On se rapproche de la vérité. Ce sera très performant lors du dernier webinaire, puisque tout le monde aura l'habitude, et comme les items sont les mêmes, je pense que tout le monde ira très vite. Ça monte encore un petit peu. On est à 87%. Allons-y. On va laisser 3 secondes de plus et j'affiche. J'y vais. Ça a descendu, tiens. C'est très étrange. J'y vais. Très bien. Eh bien, comme voilà, on a effectivement pas mal d'autorités organisatrices, à peu près un peu plus de prestataires et d'opérateurs et pas mal de fournisseurs aussi. Donc, on est très, très homogène et on a un public attendu. J'arrête le partage. Très bien. Alors, moi, je vais par contre partager mon écran pour vous passer le diaporama. Voilà. Alors, évidemment, je vous le disais tout de suite. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Voilà. De quoi parle-t-on aujourd'hui? C'est très important de positionner la cible dont on parle aujourd'hui. On parle essentiellement des sociétés de restauration collective qui sont par définition opératrices, prestataires et ou délégataires du service de restauration collective. Et c'est évidemment transverse, puisque c'est l'ensemble des segments de la restauration collective scolaire, qu'elle soit publique ou privée, la restauration collective de l'État et de ses établissements publics, la restauration collective des collectivités territoriales, celle des hôpitaux et du médico-social, et celle des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Donc en fait, c'est l'ensemble de la sphère de la restauration collective, puisque les clients des sociétés de restauration collective sont toutes ces structures dont on parle. Tout de suite, un distinguo important entre ce qu'on appelle autorité organisatrice et justement le prestataire concessionnaire opérateur qui est représenté par la société de restauration collective. L'autorité organisatrice garde ses compétences en matière de création et d'organisation du service de restauration collective. C'est elle qui en a la charge, elle en est responsable de sa politique tarifaire et elle décide du mode de gestion qu'elle veut voir opérer pour son service public. Effectivement, on va parler de la gestion directe, mais on l'effleurera aujourd'hui, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La prestation de service, ou les prestations de service, devrais-je dire, on y reviendra justement juste après, et évidemment la concession, la délégation de service public. Ces trois types de gestion sont complémentaires, mais sont indépendants les uns des autres. Le champ d'action des SRC, évidemment, c'est le champ gestion concédée, déléguée, et le champ de la prestation de service, ou des prestations de service. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est quel que soit le mode de gestion, l'autorité organisatrice est toujours responsable du service. On ne l'ira jamais assez fort. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels on pourra
longuement parlé et échangé. Pour mémoire, la gestion directe, on n'en parle pas aujourd'hui, je le passe très très vite. En système de prestation de service, l'autorité organisatrice appelle un prestataire un opérateur et l'autorité organisatrice passe des marchés de services avec des fournitures. Alors, ça a des dénominations un peu hétérogènes, mais ce qu'il faut retenir dans le mode de rémunération du prestataire, de l'opérateur, c'est que la rémunération, dans ces cas-là, est basée sur des quantités et des unités, et que la rémunération est basée sur le produit du nombre de repas avec leur prix unitaire sur la durée du marché. Évidemment, d'autres petites prestations d'assistance peuvent étoffer l'ensemble du marché de prestations qui est celui de la prestation de services de fourniture de repas. Le marché public de prestations peut prévoir des clauses et des spécifications techniques sur les approvisionnements qui ont servi à préparer les repas achetés par l'autorité organisatrice. Et évidemment, d'autres critères, d'autres éléments, par exemple les conditions de transport, par exemple les contenants. On en parlera si vous le souhaitez. L'autorité organisatrice publique, attention, petit distinguo, parce que si on est maintenant effectivement dans le champ de la sphère publique, elle peut passer des contrats dits de concession de délégation de services publics. Et là, en l'occurrence, l'autorité organisatrice fait gérer en ses lieux et places le service de restauration collective. Et la rémunération du délégataire concessionnaire est à ce moment-là basée non plus sur un prix d'unité d'heure avec les quantités à faire, mais sur le savoir-faire du concessionnaire et avec la notion de risque péril. On ne détaillera pas ces aspects administratifs aujourd'hui, mais c'est essentiel pour caractériser le statut de la gestion du service public. Évidemment, dans ces cas-là, le contrat est à durée un peu plus longue, puisqu'il s'agit pour la société de restauration collective, d'amortir des investissements, des renouvellements qui souvent lui incombent. Et évidemment, on passe les révisions de prix et les clauses technico-administratives qui sont prévues au contrat. Là encore, le contrat peut prévoir des clauses et des spécifications techniques sur les caractéristiques des approvisionnements, les conditions de transport, des clauses RSE, etc., etc. Qui fait quoi selon les cas de figure en matière de gestion administrative et sur certains points qui nous intéressent au titre de la loi Egalim? Vous avez une tentative de classement qu'on pourra éventuellement discuter, détailler pour celles et ceux qui le souhaitent. Et vous voyez effectivement tout de suite les deux lignes qui sont intéressantes en matière de marché de prestations. Qui décide des appros, et j'ai mis selon le cahier des charges, c'est ou l'autorité ou la société de restauration collective, selon les cahiers des charges rédigés par l'autorité organisatrice. Qui achète les appros, dans les deux cas, c'est la société de restauration collective. Qui rend compte du service, là, effectivement, vous avez une hétérogénéité de situation, mais comme je le disais d'entrée de jeu, l'autorité organisatrice est toujours responsable du service et c'est celle, elle, qui doit rendre compte du service et en particulier des tarifs et en particulier de la loi Egalim. Et peut évidemment demander à la société de restauration qui assure le service pour elle, surtout en délégation de service, elle peut lui demander de renseigner les éléments relatifs à la loi Egalim. Je pense qu'on reviendra sur ces questions-là. De toute façon, ce diaporama sera mis à disposition de l'ensemble des participants à ce webinaire. Du coup, on peut tout de suite afficher le deuxième sondage qui va être dans la droite ligne de ce que je viens de vous dire et qui vous demande dans quelle situation votre autorité organisatrice ou votre société de restauration collective exerce, alors on va dire, il faut s'attacher à une situation bien précise, exerce son activité. Est-ce que c'est dans le cadre d'une gestion déléguée intégrale, c'est-à-dire effectivement substitution dans la gestion du service de l'autorité organisatrice par la société de restauration? Elle peut être partielle, même si c'est un tout petit peu bancal sur le plan administratif. Et puis, les prestations de service peuvent être à géométrie variable, c'est-à-dire effectivement
La prestation de services essentiels, c'est celle de fourniture de repas. Donc, les repas sont préparés et achetés. Et puis, il peut y avoir des prestations de services un petit peu dégradées, avec la mise à disposition d'un chef de cuisine avec la gestion des approvisionnements, ou encore des prestations de services secondaires, comme la mise en œuvre d'une centrale d'achat, une aide au menu, la mise à disposition d'une diététicienne. Donc, des formes de prestations de services qui peuvent être très hétérogènes. Normalement, sur ces 6 cas de figure, vous devriez trouver chaussure à votre pied et pouvoir voter assez vite. Évidemment, un seul choix nous permettrait d'être un peu plus exhaustif et de caractériser un peu mieux le qui fait quoi parmi notre public. Merci François. Alors, j'espère que vous avez compris l'importance en fait des mots. On essaye de caractériser au mieux en fait votre secteur, ce secteur de la gestion privée de la restauration collective et le lien avec les clients. Tout ça nous semble assez important. Donc, on vous laisse répondre et on a encore quelques secondes. Laurence? Je pense que ça nécessite un peu de réflexion parce que pour le moment, 59% des spectateurs ont… Les réponses sont moins rapides que pour le premier, ce qui est normal. Donc, le autre est à 48%, donc il y a la possibilité de… Il y a la ville de Brest qui dit quand même ce petit message. Nous avons une SRC, mais nous décidons des menus. Elle propose, nous disposons. Très bien. C'est justement un des points qui est très intéressant. Vous avez vu que dans le tableau final de diaporama présenté, c'est un des points qui reste à la discussion. Et effectivement, je vous rappelle, c'est préférable de mettre toutes les questions et les réponses dans le Q et R, ce qui nous permet de les traiter. Dans discussion, effectivement, on peut échanger les petits messages, mais on ne peut pas les récupérer. Donc voilà, c'est une question technique pour récupérer toutes les questions à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'on en est où, Laurence? Alors, on est à 67%. Je pense que des personnes sont arrivées entre-temps, mais on va peut-être le rendre public. On va le rendre public. Alors, allons-y. Allons-y. Autre. Ah, quelle question a été mal posée? François, il y a des gens en fait, qui répondent qui sont concernés par plusieurs items. Oui, je me doute aussi, évidemment. Quand ce sont des SRC, ils ont plusieurs cas de figure et c'est très difficile de les couvrir. D'accord. On aurait pu effectivement cerner le sondage uniquement sur les autorités organisatrices, on aurait été peut-être plus clair. Voilà. Mais on dépouillera quand même ces questions-là, on vous les mettra à disposition une fois à la fin du webinaire et pour la suite. Voilà. D'accord. Merci François. Nous allons tout de suite passer à la présentation de la plateforme Ma Cantine. Et donc, voilà, on va lancer la vidéo. Merci beaucoup. Ma Cantine, plateforme développée avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ainsi que beta.gouv.fr et la plateforme gouvernementale de référence pour le mieux manger de la crèche à l'EHPAD qui accompagne donc la transition alimentaire de la restauration collective, tout secteur confondu. Premier objectif de la plateforme, faire comprendre, en tout cas expliciter la loi et ses mesures, et maintenant les lois, puisque la loi climat s'ajoute au pilier de la loi Egalim de 2018. Donc, par exemple, vous avez un descriptif exhaustif des labels qui rentrent dans les 50% qui constituent des objectifs. Vous avez également pour chaque mesure phare des outils, des ressources, typiquement des Excel qui vous permettent de savoir où vous en êtes sur ces mesures et sur les objectifs de seuil. Pareil pour tous les piliers de la loi Egalim. Admettons que je suis gestionnaire d'un restaurant collectif, je peux me créer un compte très facilement sur Ma Cantine. Donc quelques champs à remplir. De manière optionnelle également, je peux remplir ma connaissance, en fait, mon niveau entre guillemets de maturité sur la loi. Donc une fois que j'ai créé mon compte, alors
j'en ai déjà un, vous vous doutez bien, donc je me connecte, je peux créer un établissement. Donc là, j'ai créé par exemple un RIA. Je peux créer un établissement tout seul, admettons si je suis gestionnaire en gestion directe, mais si je suis une cuisine centrale qui livre des satellites ou bien une société de restauration collective qui livre plus d'une dizaine, centaine, milliers de restaurants, je peux également les importer facilement, rapidement pour éviter à avoir à remplir à chaque fois tous les champs d'une cantine. Donc là, voilà, quelques champs pareils à remplir sur mon établissement. Et un autre objectif de notre plateforme, c'est pouvoir se positionner sur les mesures de la loi, en fait, savoir où on en est, notamment sur la partie des approvisionnements. Donc là, je peux rentrer des infos, des valeurs, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Une autre partie de la plateforme, vous le savez peut-être, la loi Egalim requiert une télédéclaration, c'est-à-dire que il faudra remonter ces informations. Alors, on n'est pas encore totalement au clair sur qu'est-ce qui sera à déclarer, mais en tout cas, c'est déjà une option possible aujourd'hui. Donc, un peu comme sur le site des impôts, Ma Cantine sera l'outil de référence, le téléservice, pour remonter ces informations. Donc là, par exemple, je déclare sur le NER et je télédéclare mes données. Autre option, et là, ça a plutôt vocation à communiquer, en fait, c'est plutôt pour la transparence de ce qu'il y a dans nos assiettes. On a développé une option de publication des données. Donc là, vous avez l'ensemble des cantines, des restaurants collectifs, encore une fois, tous secteurs confondus, qui ont fait le jeu de cette transparence. Donc vous l'avez vu, depuis mon compte, je peux décider de publier et donc ça s'affiche sur une page spécifique qui s'appelle Nos cantines et là, vous avez le détail des démarches et des initiatives et de l'évolution prise par la cantine. On peut également contacter le gérant, donc admettons je suis convive, j'ai envie d'en savoir plus, ou je suis gestionnaire d'un établissement similaire, je peux demander des infos au gestionnaire de ce restaurant. D'autres outils également, on peut, toujours dans une optique de communication, on peut générer une affiche avec les chiffres que l'on a renseignés qui pourra être imprimée ou bien envoyée par mail ou publiée sur le site de la mairie. Autre option, un espace blog et témoignage, donc pareil pour en fait vraiment stimuler et créer une émulation, une communauté d'intérêt et des partages d'expériences. Et vous avez également accès à une documentation qui là, pareil, essaye de manière exhaustive de rassembler tous les guides disponibles sur la loi. Bonjour à tous, donc moi je vais faire un point un peu plus détaillé sur ce qu'on vous a montré sur Ma Cantine concernant la télédéclaration, puis revenir un petit peu sur 2-3 points dans Ma Cantine. Donc, si on peut avancer sur la diapo. Voilà, donc uniquement redire en fait que les objectifs de cette plateforme, comprendre, accompagner, communiquer, c'est ce qui vous a été montré un peu rapidement par la vidéo, mais on vous engage à venir faire un tour sur la plateforme pour mieux comprendre, éventuellement nous contacter sur l'adresse générique contact@egalim.gouv.fr. Et je voulais revenir donc sur le dernier objectif de cette plateforme, qui est aussi la collecte de données en vue de l'élaboration du bilan statistique annuel qui est dû par l'administration et remis au Parlement tous les ans. C'est une disposition qui vient de la loi Climat et Résilience, qui a été promulguée donc fin août dernier. Donc, diapo suivante, pour vous montrer un petit peu que les liens qu'il y a avec les travaux qui sont en cours dans le cadre du CNRC. Donc, le Conseil national de la restauration collective, je rappelle, est une instance qui avait été installée par le ministre de l'Agriculture début 2019, qui rassemble en fait l'ensemble des parties prenantes
de la restauration collective et qui s'appuie sur des groupes de travail thématiques dont l'objectif est de faire des propositions pour décliner de façon un peu opérationnelle la loi Egalim. Juste info, par ailleurs, la prochaine réunion plénière du CNRC aura lieu tout début avril. Mais il y a un des groupes de travail dont nous nous rapprochons souvent, qui est le groupe de travail suivi, qui est notamment chargé de faire des propositions quant aux modalités de suivi de cette politique publique. Et la loi dont je vous parlais, Climat et Résilience, qui a été donc promulguée récemment, revient sur le bilan annuel qui était déjà prévu dans la loi Egalim et modifie un petit peu à la fois le calendrier et le contenu de ce bilan, puisque le calendrier en fait fait que c'est tous les 1er janvier de chaque année à partir de 2022, c'est-à-dire à partir de cette année qu'on doit remettre un bilan statistique. Il y en aura un qui va être remis là, très prochainement au Parlement. Et a aussi modifié les données qui doivent être prises en compte pour réaliser ce bilan, et notamment les 3 points qui sont présentés ici, c'est-à-dire qu'on doit faire ce bilan en tenant compte des différentes catégories de denrées alimentaires qui sont représentées au sein des produits Egalim, donc les produits de qualité et durables, dont les produits bio, et ce détail par famille de produits. C'est un petit peu nouveau, donc il faut qu'on réfléchisse et qu'on fasse des propositions sur une nomenclature en sachant que cette nomenclature devra obligatoirement tenir compte de la famille viande et poisson, puisqu'on a également des seuils qui sont arrivés, des mesures particulières sur ces familles de produits. Le deuxième point concerne en fait la part des produits de qualité qui correspondent à chacun des critères, donc la part de label rouge, la part de produits bio, etc., donc définis par critères de qualité, et également une notion un petit peu nouvelle concernant l'origine de ces produits. Et là, le législateur a retenu deux types de provenance, les circuits courts ou l'origine française. Donc, le mandat, en gros, du GT suivi, du groupe de travail suivi, c'est de définir un petit peu comment on va travailler ces familles de produits, ces critères, et revenir sur des définitions. Diapo suivante. Donc là, je vous ai mis en résumé les points sur lesquels donc, travaille ce GT suivi et qui ont aussi un impact sur ce qui se passera dans ma cantine. Le calendrier de collecte d'informations qui est nécessaire pour faire ce bilan en régime de croisière et hors mesures transitoires, parce que très probablement, il va y avoir des mesures transitoires à la fois sur les données à remonter et sur les structures peut-être qui seront amenées à remonter ces données. Vous avez en gros le calendrier qui semble être proposé, donc une campagne de déclaration sur les premiers mois de l'année civile, de façon à ce qu'il y ait un peu de temps en termes de consolidation et traitement des données, l'objectif étant que l'on ait un rapport validé, publiable, disons, au mois de décembre de l'année civile. Notre travail va porter également sur les données nécessaires pour établir ce bilan, donc données sur les achats et données sur les structures auxquelles se rapporte la déclaration, c'est-à-dire le déclarant et sa cuisine. Et en fonction des propositions et des décisions qui seront prises à l'issue des travaux de ce groupe, eh bien, sur ma cantine, on va adapter le parcours de télédéclaration qui existe déjà et qu'on vous a montré rapidement. J'y reviendrai un petit peu après dans ma présentation. Diapo suivante. Pour terminer avec les travaux du GT suivi, c'est juste pour vous expliquer en fait et résumer ce que je viens de dire. La catégorie de produits qui sera suivie, évidemment, c'est les produits Egalim, mais peut-être qu'on va simplifier un peu les choses dans la mesure où on va pouvoir proposer, par exemple, un regroupement des produits type
AOP, IGP, ou un regroupement des produits issus de certification environnementale, le niveau 2 étant accepté jusqu'à une certaine date et le niveau 3 HVE également. Enfin, voilà, c'est ce genre de proposition qui va être faite. Et sur les familles de produits, là, c'est un petit peu nouveau parce qu'il n'existe pas vraiment de nomenclature. L'ancien code de marché public en prévoyait, mais là, il faut de nouveau inventer un petit peu quelque chose, mais j'espère le plus simplement possible. Enfin, sur la définition des circuits courts et de l'origine France, ça va faire l'objet de travaux de réflexion puisque ces notions ne sont pas si évidentes que ça. Diapo suivante. Alors, concernant, on a vu les données qui étaient en lien avec la rédaction de ce bilan, mais il faut également recueillir des données sur le commanditaire et sur la cuisine. Donc, l'ensemble de ces informations, qui sont des informations relativement classiques de type nom, numéro d'identification, localisation, nombre de repas, etc. Donc là, vous avez l'exemple d'une cuisine sur site, donc c'est relativement simple. La diapo suivante prend en compte un exemple un peu plus complexe qui est le cas d'une cuisine centrale, où une cuisine centrale peut proposer en fait des repas à différentes cuisines satellites, voire du portage à domicile, voire même d'autres activités. Et l'idée de la loi Egalim, c'est d'aller jusqu'au repas servi. Donc, à terme, il va falloir qu'on puisse avoir cette information jusqu'au niveau des restaurants satellites. Et on sait que c'est une information qui est complexe à obtenir. Donc, c'est pour ça que je parlais de dispositions transitoires. Voilà, diapo suivante. Donc, sur ma cantine, qu'est-ce qu'il existe actuellement? Donc, je vais revenir sur un des points qui a été évoqué dans la vidéo de présentation. C'est la diapo suivante. Donc, ce schéma, pour vous résumer la façon dont on fonctionne actuellement sur ma cantine, on a, vous l'avez entendu, un outil qui a été pensé dès le début, qui est l'autodiagnostic, qui permet en fait, sur les 5 mesures de la loi, de se positionner. Ce qu'on vous propose sur ma cantine, c'est de vous créer un compte pour pouvoir enregistrer en fait ces informations sur l'autodiagnostic et les sauvegarder. Et ce sont ces informations que l'on vous propose ensuite de télédéclarer. Donc ça, c'est le schéma actuel qui est sur ma cantine. Donc, vous créez une cantine, vous rentrez des informations et là, vous avez la possibilité, en cliquant dans une case, de télédéclarer ces informations. Et en fait, elles sont envoyées sur un serveur dédié qui sera utilisé par l'administration pour faire son bilan statistique. Puis, vous avez également une autre petite fourchette, vous voyez, la publication, ça, Jennifer en a parlé aussi, ce qui vous permet de valoriser aussi ces informations auprès de vos convives et de vos pairs pour faire des échanges pratiques. Je vais vous passer cette question dans le chat. Diapo suivante, en gros, c'est une copie d'écran que je vous propose là, qui est résumée, qui vous permet de voir que une fois que vous avez créé votre compte, eh bien, vous créez votre cantine. Donc, j'ai créé la cantine test de Valérie. Et à l'intérieur de cette coquille, en fait, vous pouvez saisir des informations qui sont relatives à la fois à votre cuisine, donc c'est ce qu'on a vu dans les données qui seront à télédéclarer, et des données qui concernent les mesures Egalim, mais notamment la mesure approvisionnement. Et puis, vous avez une petite case, après un autre écran qui vous permet de télédéclarer ces informations. Donc, voilà le parcours actuellement conçu que vous pouvez tester tout à fait et qui sera en adéquation avec les travaux du GT Suivi. Voilà, maintenant, on va vous proposer de voir un peu plus dans le détail certaines fonctionnalités de ma cantine et je laisse la parole à Jean-Baptiste. Merci. Bonjour, alors je vais vous montrer comment très concrètement en fait faire un import de plusieurs cantines à la fois. Donc vous cliquez simplement sur créer plusieurs cantines depuis un fichier, vous importez en fait votre export de données, vous validez et voilà, vos 10 cantines sont créées. Comme c'est passé rapidement,
je vais vous remontrer la vidéo une seconde fois, mais c'est extrêmement simple. Et donc ça, c'est dans le cas en fait où vous êtes une SRC qui saisit les données chiffrées pour ses clients. C'est un cas qu'évoquait François plus tôt. Ça peut être aussi dans le cas en fait où vous êtes une cuisine centrale et que vous créez toutes vos cuisines satellites. Et donc là, vous voyez, on voit toutes les cuisines satellites qui sont créées au simple import du fichier. Je vais passer à la slide suivante et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble donc ce fichier. Le fichier que je vous montre actuellement, c'est un modèle qu'on a conçu de notre côté. Il est tout à fait possible que ce soit votre propre modèle d'export de données qui soit importé. Il suffit que vous entriez en contact avec nous, vous nous envoyez votre fichier, nous, on fait en sorte de pouvoir importer votre fichier. Bon, toujours est-il que si vous avez besoin déjà d'un modèle, le voici. Il y a des données en fait, qui sont demandées qui sont exactement les mêmes aux données qu'on demande dans le formulaire de création d'une cantine de manière individuelle. Je vais attirer votre attention sur deux types de colonnes en particulier. D'abord, la colonne gestionnaire additionnel qui se trouve sur la 3e ligne. Vous voyez, j'ai noté gestionnaire1@société.com, etc. À qui correspond en fait le gestionnaire additionnel? Le gestionnaire additionnel, ça va être la personne sur le terrain, souvent c'est le chef de cuisine ou l'intendant, qui peut rentrer des données qui sont propres au site. Ces données qui sont propres au site, elles se trouvent dans les 4 volets qualitatifs du diagnostic. Exemple, est-ce qu'il y a des affiches de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire qui sont mises sur le site? Il y a besoin d'être sur le terrain pour être en mesure de répondre à ça. L'autre gestionnaire, c'est-à-dire la personne qui importe les données, ça peut être la personne qui travaille au sein de la cuisine centrale ou bien au sein de la SRC. Donc, ça signifie qu'il est tout à fait possible de créer un diagnostic et de le saisir à 4 mains, à 2 personnes. Le deuxième type de données sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est les 3 dernières colonnes qui s'intitulent Total, Bio, Qualité et Durable. Donc, en fait, ces 3 colonnes, elles correspondent aux 3 chiffres qui sont demandés de manière annuelle dans la télédéclaration et qui correspondent à des chiffres d'achat en hors taxe. Et donc là, en fait, il est possible de rentrer ces chiffres depuis ce tableau. Voilà, c'est pour l'essentiel. Si vous avez d'autres questions, évidemment, contactez-nous, mais je vais passer à la slide suivante. Le reste des données me paraît assez simple. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, les statistiques qu'on propose sur notre site, donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur un lien, j'ai sélectionné une région, la Bretagne, et donc là, vous avez des données qui correspondent à toutes les cantines qui se sont inscrites sur le site Ma Cantine, et vous avez aussi des données qui sont propres aux cantines qui se sont publiées. Donc, les cantines qui sont publiées, c'est-à-dire des cantines qui se sont non seulement inscrites, mais qui ont accepté que leurs données soient publiées. Et donc, vous avez des chiffres clés en fait, qui ont trait à l'agrégation de toutes ces données. Je vais vous remontrer la vidéo. Donc, voilà, vous cliquez sur ce lien. Là, vous pouvez choisir une région, quelle qu'elle soit. Vous avez aussi des informations à l'échelle du département. Et donc là, si vous voulez faire une veille de marché ou bien vous comparer par rapport à vos collègues de votre région, de votre département, je trouve que c'est un excellent outil pour avoir une vision d'ensemble d'un territoire. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Nous avons un peu de retard. Et donc, maintenant, après ces informations plutôt techniques, nous allons passer aux expériences terrain avec 6 intervenants qui vont faire au plus vite pour nous donner un peu rapidement leur actualité et expliquer un petit peu ce qu'ils font sur le terrain. Et on va commencer avec Isabelle Descloseaux. Vous êtes responsable du projet alimentaire territorial pour Sodexo Éducation. Je vous passe la parole. Merci Laurent. Vous m'entendez là? Oui, oui. Oui. Donc, l'expérience que j'ai souhaité partager avec vous, c'est celle des projets alimentaires territoriaux. Donc, c'est une thématique dont Sodexo s'est saisi en 2015, au moment de l'émergence de cette notion à l'issue de la loi de modernisation de l'agriculture en 2014.
Un projet alimentaire territorial, c'est une démarche volontaire, co-construite, inscrite dans la loi d'avenir agricole, visant à relocaliser l'économie, l'agriculture et les services pour s'orienter vers un système agricole et alimentaire respectueux de l'environnement, de la santé, créateur de liens sociaux. C'est un projet global qui vise à renforcer l'agriculture locale, l'identité culturelle du territoire, la cohésion sociale et la santé des populations. La définition, elle n'est pas de moi, elle est de Brigitte Allain, une ancienne députée de Dordogne, qui a apporté ce sujet en octobre 2014. Ce sujet, on s'en est saisi donc en 2015 au travers des thématiques qui ont été citées dans cette définition. On comprend bien comment une société de restauration collective comme la nôtre peut se saisir de ces sujets. Donc, comment est-ce qu'on participe aux projets alimentaires territoriaux sur les territoires? Alors, pour information, il y a aujourd'hui, je crois, et Frédérica ou Valérie, vous me corrigerez si je me trompe, je crois 330 projets alimentaires territoriaux sur le territoire français. Donc, bien évidemment, on n'est pas présent au niveau de tous les projets alimentaires territoriaux, mais quand on peut intervenir, on est présent quand on répond aux cabinets d'études et aux collectivités territoriales quand elles font un état des lieux de la restauration collective. On participe aux ateliers de partage qui ont lieu et qui préfigurent le montage et le portage d'un projet alimentaire territorial. On partage évidemment avec l'ensemble des acteurs présents les problématiques techniques, les freins, les leviers et plus largement, comme vous le disiez Laurent, nos expériences de valorisation de l'offre locale sur les territoires. Un projet alimentaire territorial, il peut avoir diverses thématiques, l'économie agricole et agroalimentaire, et bien évidemment, on y fait écho au travers de la mobilisation d'approvisionnements locaux et de coopération locale, la nutrition et la santé. En tant que prestataire de restauration collective, ce sont des éléments, des thématiques sur lesquelles on a beaucoup à faire, beaucoup à dire avec nos clients. L'environnement, l'accessibilité sociale et le rôle de la restauration sociale au sein de la collectivité. Une thématique aussi qui peut être culturelle et gastronomique. Nombre de nos territoires français ont une forte identité alimentaire et les collectivités territoriales nous demandent en fait d'exprimer, en tout cas cherchent à exprimer cette identité alimentaire au travers de leurs projets alimentaires territoriaux également. Et puis on peut avoir sur certains PAT des thématiques d'aménagement et d'urbanisme où là on va dire on est peu concerné, nous sociétés de restauration collective, mais on peut l'être au titre de portage de projets architecturaux et techniques de construction de cuisine centrale. Les points forts des projets alimentaires territoriaux, c'est qu'ils sont le lieu d'énormément d'échanges avec énormément d'acteurs. Pour nous, c'est extrêmement important d'être en lien avec ces acteurs-là, puisqu'ils vont nous permettre en fait de comprendre ce qui se passe au travers des transitions agricoles et alimentaires qui s'opèrent depuis une dizaine d'années. On est en lien également au travers de ces projets alimentaires territoriaux, notamment de collectivités, de fournisseurs locaux, mais aussi de la société civile, que peuvent être des consommateurs directs, des associations de consommateurs, des parents ou des associations de parents d'élèves que l'on restaure au travers de la cantine. Bref, un projet alimentaire territorial, c'est un lieu, j'allais dire, de grande émulation, c'est un lieu de co-construction avec une grande diversité d'acteurs qui nous permet également de puiser tout le potentiel en fait, d'innovation et de mise en projet que l'on peut porter pour et avec nos clients. Néanmoins, ce que l'on constate au travers de ces projets, c'est des enjeux d'opérationnalité et d'action concrète. C'est-à-dire qu'on accompagne ces projets depuis pratiquement 7 ans. Et pour nous, ce qui est important et ce qui est important pour les acteurs au sein des projets alimentaires territoriaux, c'est, j'allais dire, d'embrayer sur des actions concrètes. Et j'allais dire, la deuxième vague des PAT niveau 2 partage parfaitement ces enjeux d'opérationnalité. Donc, pour cette opérationnalité, il faut avoir plusieurs j'allais dire, écueils bien en tête. C'est un enjeu de temporalité. Accompagner les producteurs à faire émerger une offre de restauration à destination de la restauration collective, une offre de produits à destination de la restauration collective, c'est pas facile. Il faut construire des fiches techniques avec les producteurs, valider qu'ils aient la possibilité de mettre en place des calibres de produits homogènes, que les conditionnements soient adéquats avec les besoins de la restauration. Il faut, bref, les accompagner aussi et accompagner le projet alimentaire territorial à porter et coporter cette offre locale. Deuxième écueil à ne pas oublier, c'est celui d'inscrire notre action dans la durée.
Sur certains territoires, il ne s'agit pas simplement de faire un sourcing en produits locaux, mais il y a de véritables enjeux de transition agricole. C'est un sujet complexe pour lequel nous sommes amenés à nous faire accompagner de structures expertes telles que les chambres d'agriculture. C'est le cas actuellement sur un projet alimentaire territorial qui a émergé en 2020 en Île-de-France, où la question est véritablement d'emmener le territoire vers la transition agricole et alimentaire, parce que sur ce territoire-ci, en l'occurrence, on a un vrai problème de reprise, j'allais dire des exploitations agricoles, voire un départ en retraite d'un tiers des agriculteurs locaux du territoire, qui pose un véritable problème quand il s'agit de parler, j'allais dire, d'autonomie du territoire et d'alimentation des habitants du territoire. Le troisième enjeu, troisième écueil, c'est celui de bien partager ses ambitions avec nos clients, en l'occurrence les collectivités territoriales qui portent les PAT. Les ambitions et la temporalité de ces projets alimentaires territoriaux, ils peuvent, j'allais dire, parfois se heurter à l'impatience que peuvent avoir les collectivités de faire émerger des actions concrètes, des actions opérationnelles de ces projets-là. Nous, aujourd'hui, j'allais dire, la difficulté, la problématique qui se pose à nous, c'est celle de développer une ingénierie de l'offre locale. On a demandé aux collectivités de valoriser l'offre locale, les produits locaux, c'est des choses que l'on accompagne avec nos clients depuis une dizaine d'années. Ensuite, il y a eu l'émergence de la loi Egalim. Entre-temps, il y a eu les PAT et aujourd'hui, la vraie difficulté qu'on a, c'est de faire en sorte de faire coïncider le potentiel de ces offres Egalim et locales, puisqu'aujourd'hui, par exemple, les produits issus des PAT ne sont pas encore comptabilisables dans la loi Egalim. Donc voilà, on accompagne ces processus de longue date. On emmène aussi nos clients, les collectivités, aussi à faire des choix, parce que c'est vrai que les PAT sont des lieux d'énormément d'émulation, énormément d'innovation. Parfois, on ne peut pas aller dans tous les sens et on doit faire des choix opérationnels et accompagner la collectivité à faire émerger un projet concret. Je cite par exemple le cas de territoires qui se sont orientés vers l'objectif de construire des légumeries. Voilà, aujourd'hui, les légumeries sont des outils qui sont complexes à valoriser pour des territoires, complexes à valoriser pour des acteurs. Et peut-être qu'il vaut mieux, dans un premier temps, investir sur un outil propre apte à transformer des légumes sur une cuisine centrale, plutôt que de s'orienter vers des outils à plus grande échelle dont la pérennité pourrait être difficile à faire perdurer. Merci beaucoup Isabelle, merci. On est un petit peu juste sur le temps, mais on a bien compris effectivement votre implication sur le territoire pour ces projets alimentaires territoriaux et l'accompagnement des collectivités. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Solou. Donc vous êtes co-dirigeant de Restoria qui est une des rares sociétés à mission, j'ai bien compris, en restauration collective. Bonjour à toutes et à tous. En effet, Restoria, avant tout, est une société familiale de restauration collective qui est présente sur 4 régions, la région essentiellement Pays de la Loire, puis Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Centre. L'entreprise existe depuis très bientôt 52 ans et elle exerce 2 modes de fonctionnement, soit on cuisine chez nos clients, dans le locaux de nos clients, donc on délègue du personnel chez eux, ou soit on prépare les repas dans nos cuisines. Nous avons 3 grandes cuisines qui nous appartiennent en propre et on livre nos clients sur 3 marchés, le marché de l'enseignement, donc de la crèche jusqu'à l'enseignement supérieur, pour parler de nos clients, donc 3 marchés. Le deuxième marché, c'est le marché de la santé et du médico-social. Nous sommes très présents notamment en EHPAD et dans tout ce qui est institution d'accueil de personnes en situation de handicap. Et puis, on est plus petitement présent sur le marché de la restauration d'entreprise, ce qui nous va bien en ces temps de Covid. Et comme vous l'avez dit, Laurent, une des grandes particularités de Restoria, c'est que depuis 2006, nous avons décidé, parce qu'il semblait que c'était pour nous un enjeu absolument primordial, d'être un exemple de restauration collective dans notre métier. Et ça, cette décision prise il y a maintenant 16 ans, nous a amené en décembre 2021 à être la première société de restauration qui a choisi d'avoir la qualité de société à mission dans notre métier. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est vraiment le reflet d'un engagement très fort et viscéral au sein de Restoria. L'idée, c'est que tous ici, en tant qu'acteurs de la restauration collective, on a un métier que je trouve absolument génial parce qu'il est au centre de nombreux enjeux, des enjeux sociétaux, on vient d'en parler avec Isabelle Lecloseau, mais également les enjeux environnementaux. Et
nous tous, nous pouvons agir, et c'est ça ce qui fait qu'on a une mission à porter, comment on peut agir tous ensemble. J'ai entendu à l'instant ce que vient de dire Isabelle Descloseaux, et on s'aperçoit qu'on soit un très grand acteur ou un plus petit local, finalement, on a les mêmes contraintes et les mêmes ambitions également. Vous avez parlé des PAT, évidemment, on est aussi très impliqué dans les PAT, et on voit aussi dans les PAT, il faut aussi parfois aider les collectivités à faire la part des choses entre le rêve et puis la réalité. Vous avez évoqué les légumeries, par exemple, c'est un bon exemple. Chez nous, toutes nos grandes cuisines ont leur légumerie. Depuis 52 ans, nos grandes cuisines ont leur propre légumerie. C'est un modèle qui fonctionne bien. Alors, est-ce qu'il faut en inventer un autre? Je ne suis pas certain. On est très impliqué, bien sûr, autant d'autres plateformes, auprès de circuits courts. Je sais que Sodexo est aussi avec nous auprès de Lego, l'association légumineuse du Grand Ouest, pour réimplanter des légumineuses dans l'ouest de la France. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, surtout, c'est Egalim. Je ne voulais pas d'Egalim et puis de climat et résilience, qui sont deux lois que forcément nous accueillis avec grand plaisir. On a pris les deux mains lorsqu'elles sont arrivées et on s'est dit, ah ouais, enfin, ça y est, on va pouvoir monter en qualité, on va pouvoir faire évoluer la restauration collective. Donc, ce n'est que du bonheur et nous, on ne demande que ça. Sauf qu'il y a un petit hic, il y a un hic même majeur aujourd'hui que l'on voit, c'est qu'on a l'impression que finalement, on dépasse le problème. Pourquoi ? Parce que Egalim, l'objectif, c'est de faire en sorte que les agriculteurs soient mieux rémunérés, qu'enfin, ils puissent vivre dignement. C'est ça l'objectif. Et ça, c'est super. Et nous, on applaudit, on est très heureux. Seulement, si on ne fait que dépasser le problème, c'est-à-dire qu'on rémunère mieux l'agriculteur, mais qu'on ne rémunère pas toute la filière, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous allez absolument appauvrir soit le distributeur, soit le restaurateur, et donc ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument qu'on aille jusqu'au client final, donc le donneur d'ordre public, le donneur d'ordre privé, qui accepte enfin de payer un peu plus pour bien manger et d'arrêter d'être dans la course toujours, la recherche du moins 10 ans, du moins 10 ans, du moins 10 ans tout le temps. On ne peut pas être dans le moins 10 ans et à la fois vouloir des Egalim. Ça, c'est absolument impossible. Oui, Egalim coûte plus cher, il faut l'assumer. Il faut que les acheteurs publics et que les acheteurs privés acceptent que ça coûte plus cher. Et se gausser ou se targuer de mettre Egalim sans augmenter les prix de vente auprès du donneur d'ordre, voire du convive final, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Et je dirais même c'est un peu se moquer du monde. Donc, moi, j'ai envie de dire, peut-être que je me jette un pavé dans la mare, mais oui, Egalim, c'est super, c'est génial. Et moi, je ne demande que ça. Mais ça ne fonctionnera que si tout le monde accepte de jouer le jeu. Et tout le monde, c'est jusqu'au donneur d'ordre final. Dans le même ordre d'idée, on voit parfois dans les marchés publics, on nous demande quel est notre coût matière. Je suis très preneur pour donner mon coût matière. Mais enfin, le coût matière, quand on me demande quel est mon coût matière, pour moi, ça n'a aucun sens. Un coût matière, il peut être très élevé parce que j'achète que des produits industriels transformés ou parce que j'achète mal, mon acheteur n'est pas bon, donc il peut être très élevé. Et donc là, l'acheteur va se dire, ah, il y a un beau coût matière chez Restoria, c'est des gens qui font bien leur travail, je vais les prendre, même s'ils sont moins chers par ailleurs. Ou alors, un coût matière, il peut être très faible, et c'est le cas chez Restoria. Notre coût matière est faible, pourquoi ? Parce que lorsqu'on prépare des repas dans nos grandes cuisines, on fait un maximum de produits maison. On fait, bien sûr, toutes nos purées, nos potages et notre légumerie. On fait ça nous-mêmes. Ensuite, on fait toutes nos pâtisseries, salées, sucrées, les quiches, les friands, les pizzas, tout ça, c'est fait maison. Mais on fait aussi toute notre charcuterie maison. Forcément, quand j'achète les matières premières pour faire de la charcuterie, pour faire des rillettes, du boudin, des saucisses, ça me coûte moins cher que d'acheter un produit industriel. Donc, j'ai un coût matière beaucoup plus faible. Mais par contre, j'ai des coûts de personnel beaucoup plus élevés parce qu'on va embaucher nous des cuisiniers, des charcutiers, des pâtissiers. J'ai aussi beaucoup plus de matériel. J'ai tout ce qu'il faut pour faire cette charcuterie. J'ai un hachoir, je vais avoir un laminoir pour la pâtisserie. Donc, j'ai beaucoup plus d'investissement matériel, beaucoup plus d'investissement humain. Par contre, c'est vrai, sur la matière, j'achète de la matière première brute. Donc, en fait, on a ici un besoin énorme de former, d'expliciter auprès de l'acheteur public et de l'acheteur privé quelle est la structuration du coût et d'accepter la structuration du coût et d'accepter enfin que bien manger, ça coûte un peu plus cher. Donc là, c'est vraiment, voilà, pour moi, Egalim, climat résilience, AGEC, j'applaudis les 4 mains, j'en ai 2, mais si j'en avais 4, je pleurerais avec les 4. Seulement, il faut pour que ça fonctionne, qu'on aille vraiment jusqu'au bout de la filière et que tout le monde puisse l'accepter. Et Laurent m'avait donné 4 minutes et je suis assise, donc je vais m'arrêter là. Parfait, merci beaucoup Emmanuel. Du Grand Ouest, nous allons passer au Sud-Est avec Monsieur Parnizari et vous êtes donc dirigeante de la société Terre de Cuisine. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de tenir les 4 minutes, c'est vrai que c'est court. Voilà, je vais vous présenter l'entreprise Terre de Cuisine. Donc, Terre de Cuisine, c'est une PME familiale et régionale qui a été fondée en 1972 près d'Avignon par Monsieur Stéphane Bonamy et que donc, nous co-dirigeons aujourd'hui mon épouse Florence Bonamy et moi-même. Donc, c'est une entreprise qui a donc 5 ateliers culinaires qui représentent à peu près 80% de notre activité et les 20 autres % étant réalisés en cuisine sur place.
Nous avons 320 collaborateurs qualifiés et passionnés, parce que je pense qu'on ne peut pas bien faire ce métier sans être passionné. Et nous servons des repas sur les secteurs des écoles, en grande partie, ça reste notre spécialité, école maternelle, primaire et collège-lycée également, ainsi que les crèches, et enfin les portages à domicile auprès de seniors. Voilà, donc ce qui caractérise l'entreprise, c'est qu'en premier lieu, je dirais que nous avons depuis quelques années maintenant lancé une démarche et nous sommes très engagés sur notre territoire en faveur d'une alimentation, d'une cuisine même, je dirais, naturelle et faite maison, ce qui est possible dans notre métier, qui est tout à fait possible. Ensuite, en deuxième point, je dirais que nous défendons des valeurs éthiques fortes. Je vais en citer 3. C'est en premier lieu la transparence de nos pratiques. En deuxième lieu, le respect de nos engagements et de notre parole. Et en troisième lieu, la lutte contre les gaspillages alimentaires, parce qu'il me paraît incohérent aujourd'hui de parler de qualité de prestations sans travailler le sujet du gaspillage alimentaire, et il y a encore beaucoup à faire, je pense. Voilà. Et le troisième point qui nous caractérise, c'est que nous nous considérons comme un vrai levier de développement économique et social durable sur notre territoire, à travers, d'une part, la création d'emplois, et puis également par une politique très soutenue d'approvisionnement locaux et de création de partenariats avec des PME également, chez qui on retrouve les mêmes convictions que nous pouvons avoir sur la manière de s'inscrire dans une certaine localité. Voilà, donc ceci étant dit, nous, ce savoir-faire, en fait, qui est le fruit de 50 années d'expérience maintenant dans tout le Grand Sud-Est, associé à une veille réglementaire très pointilleuse, puisque nous voyons que les choses évoluent beaucoup dans le métier, associé également à des convictions fortes sur le fait que il est tout à fait possible de bien se nourrir en restauration collective, nous le faisons tous les jours. Bien voilà, tout cela nous permet d'accompagner des collectivités et de leur proposer une prestation de grande qualité, une prestation optimisée également, et donc notamment aux collectivités qui n'ont pas les moyens, je dirais, de gérer par elles-mêmes leur restauration collective, alors que ce soit n'ont pas les moyens humains, n'ont pas les moyens financiers, n'ont pas les moyens structurels. Voilà, donc nous sommes là pour les accompagner, les épauler, les conseiller, sur différents modèles de prestations, vous l'avez compris, que ce soit du repas livré, que ce soit de la cuisine sur place, de l'assistance technique également. Et puis donc plus particulièrement sur l'EGalim, nous avons été extrêmement sollicités suite à l'avènement de cette loi. Si j'ouvre la parenthèse de la loi EGalim, c'est une très bonne nouvelle pour notre métier. Je mets juste les éventuelles collectivités qui réfléchissent à leur modèle de restauration en attention sur un point, c'est que la loi parle de 50% de produits de qualité. Je dirais que nous, on a entamé depuis de nombreuses années un travail sur 100% de notre gamme de produits. Et on se retrouve aujourd'hui à, notre offre, elle est 100%, je dirais, qualitative sur l'ensemble de la gamme, mais en effet, il y a des critères plus précis qui ont été introduits par cette loi. Donc, mon conseil, c'est ne pas s'arrêter à regarder 50% de l'offre, parce que les autres 50% comptent, et certains produits, et je donne un exemple en ce qui me concerne, nous travaillons exclusivement en viande française et même régionale, en partie race à viande, et ça, ce sont des critères qui sont difficiles aujourd'hui à faire valoir dans 50% d'EGalim. Alors, il y a des externalités environnementales, il y a des performances environnementales, approvisionnement direct introduit par la loi climat et résilience. Je crois que ce qu'il y a derrière n'est pas aujourd'hui très, très clair. Donc voilà, regardez l'ensemble. Et puis, un autre conseil également, je pense qu'on est dans un métier extrêmement humain et qu'il est difficilement envisageable, à mes yeux, de passer à un marché de restauration sans se rencontrer et sans mieux connaître les acteurs qui ont répondu à un marché, parce que je pense que il y a beaucoup à dire ensemble. Et puis en plus, on a la chance de pouvoir se voir sans masque depuis quelques jours, donc on peut en profiter. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc du Sud-Est, nous allons passer au Grand Est avec un autre type de société de restauration, les agapes hôtes. Philippe Quinet, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre mode de fonctionnement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Philippe Quinet, créateur des agapes hôtes, société qui a été créée en 2009. Nous sommes basés à Strasbourg et nous intervenons sur le Grand Est de la France, uniquement dans le secteur médico-social,
pour des raisons historiques, parce que j'affectionne plutôt ce secteur d'activité. Nous avons aujourd'hui 35 établissements qui sont des maisons de retraite et des établissements accueillant des personnes handicapées. Nous sommes une entreprise bien sûr locale et nous employons du personnel dans les régions dans lesquelles nous intervenons, puisque nos équipes travaillent sur place dans les communes, dans les départements et dans les régions ou plus proches de nos consommateurs. Alors, les directions des établissements avec lesquels nous travaillons, surtout les pensionnaires, ont une attente très forte d'une alimentation dite locale. Alors après, on pourra mettre ce qu'on veut au niveau local, puisque le périmètre à Strasbourg, 60 km ou 100 km autour de Strasbourg, du côté allemand, je ne peux pas y aller, donc il reste un périmètre assez réduit. Mais bon, ça c'est pour la petite parenthèse. Nous travaillons, nous, essentiellement avec des produits frais. On cuisine sur place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des vrais professionnels, parce qu'on a considéré depuis la création de l'entreprise que le repas en institution, dans une maison de retraite, était le seul plaisir qui restait à nos résidents. Alors, les relations qui sont les nôtres avec nos clients sont plutôt excellentes. Ils comprennent tout à fait les demandes légitimes que nous avons depuis quelque temps, puisque depuis octobre 2021, nous subissons des inflations des matières alimentaires très, très fortes. Ils le comprennent. Néanmoins, eux-mêmes sont confrontés aux restrictions que les départements, puisque c'est les organismes de tutelle qui accordent les budgets aux établissements. Alors, pour citer qu'un seul chiffre, imaginez qu'un établissement, enfin la majorité des établissements EHPAD de mon secteur dans lesquels j'interviens, ont eu entre 0,5 et 0,7% d'augmentation sur leur budget, qui est le budget hébergement, qui varie entre certains établissements entre 60 et 70 euros par jour et par résident. Si vous faites 0,7%, le plus élevé, 0,7% sur 70 euros, on arrive à 37 centimes par jour et par résident. Cette augmentation, elle doit couvrir quoi? Elle doit couvrir les augmentations de l'énergie, et on a vu que l'énergie avait flambé, les revalorisations des indices des frais de personnel, bien sûr, les coûts des entretiens, des bâtiments, etc., etc. Mais aussi, pour ce qui nous concerne, c'est l'inflation des produits alimentaires. Alors, sur un prix, sans dévoiler beaucoup de choses, tout le monde le sait, on est à peu près en moyenne à 5,50 €, le budget alimentaire en EHPAD pour un petit déjeuner, un goûter et un dîner. Alors, vous voyez que si on a une inflation à peu près de l'ordre de 10% des produits alimentaires, on utilise déjà pratiquement la totalité du budget, même voire plus, parce que 180% du budget accordé aux établissements. Donc, et on fait à 5,50 €, on est, je dis encore une fois, dans la restauration sociale, et on est des magiciens, parce qu'arriver à faire 4 repas pour une journée alimentaire pour un résident, on est déjà, pour moi, des magiciens. Maintenant, on est loin des 6 € annoncés par certains grands groupes qui ont fait la une des médias ces quelques dernières semaines, à 6 € TTC, et qui n'importent pas beaucoup de qualité selon les médias. Alors, voilà, nous observons déjà une fin de non-recevoir de nos clients. Il est impensable, parce que pour eux, il est impensable de couper ou réduire le chauffage dans ces établissements ou réduire le nombre de postes en restauration pour accompagner la dépendance. Alors, on peut tout à fait comprendre le fin de non-recevoir de nos clients pour absorber déjà l'inflation des produits alimentaires que nous subissons depuis décembre, d'absorber en plus le surcoût de la loi Egalim, parce qu'on estime à peu près à 30 centimes au repas, de la loi Egalim. Alors, si nos tarifs, je le dis, j'en appelle, si nos tarifs ne sont pas valorisés et qu'un équilibre n'est pas trouvé en restauration, pour la restauration sociale, l'effet, je crains qu'il soit contre-productif, dans la mesure où les restaurateurs, s'ils ne trouveront pas de revalorisation de leurs tarifs, iront se servir sur des produits alimentaires hors des frontières. C'est tout naturel, et je pense qu'aucune entreprise aujourd'hui ne vendra à perte, et donc on trouvera des solutions pour pouvoir fournir nos prestations, mais dans les cadres budgétaires imposés. Alors, moi, ce que je crains aussi, c'est que nous aurons de plus en plus à déplorer ces scandales qu'on a vus encore il n'y a pas longtemps dans les maisons de retraite,
parce que ne pas donner aux prestataires le coût qu'on a décrit, hein, M. Solou là tout à l'heure l'a dit aussi, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Et moi, je leur demande, j'appelle aux décideurs de la commande publique, mais aussi des départements qui accordent les budgets aux établissements, de faire preuve de responsabilité. Il en va de la survie de nos entreprises, qu'elles soient une PME ou une multinationale. Je crois qu'on a entendu toutes sortes d'entreprises aujourd'hui. Eh bien, il faut absolument qu'on soit reconnu et que nos prestations soient revalorisées. Alors, j'en finirai par une petite phrase d'Hippocrate qui disait que ton alimentation soit ton médicament. Alors, pour une alimentation saine et durable, c'est un investissement pour l'avenir, mais pour nos proches, pour les populations de demain. Merci, Monsieur Quinet, merci beaucoup pour votre témoignage. Après les EHPAD, nous allons passer au secteur de la restauration d'entreprise avec vous, Monsieur Cloérec, et secteur de l'entreprise qui a souffert énormément de cette crise sanitaire. Tout à fait, merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Fabrice Cloérec, je suis le fondateur de la société Tradirest et dirigeant. Cette société a été créée en 2014. Nous sommes positionnés essentiellement sur le segment de la restauration d'entreprise en Île-de-France. On souhaite proposer une autre vision de la restauration d'entreprise en privilégiant effectivement les circuits courts et en valorisant nos achats au sein de tous les terroirs français. Nous avons 7 établissements aujourd'hui, 7 millions de chiffres d'affaires. Donc cette stratégie effectivement est appuyée par une société qui est sur le mine de Rungis, le Carré des Marchés, donc qui est une société du groupe et qui nous permet au quotidien de servir nos restaurants avec 70% de nos achats en circuit court, 95% de produits frais et 90% de produits français. Donc effectivement, sans Egalim, qui ne nous concerne pas tout à fait encore dans notre secteur aujourd'hui, nous avons eu cette stratégie très tôt de pouvoir travailler sur des approvisionnements assez uniques, puisqu'effectivement, en dehors de chercher du produit français, nous travaillons essentiellement avec des produits labellisés, label rouge, bio, AOP, bleu blanc cœur. Et quand nous n'avons pas de produits effectivement labellisés, nous privilégions l'agriculture raisonnée. Aujourd'hui, pour information, le Carré des Marchés fournit l'ensemble des restaurants Tradirest, mais aussi au quotidien une dizaine de tables de ministres et de secrétaires d'État avec la même stratégie, 100% de produits français et de produits labellisés dans toutes les familles de produits. Notre concept de restauration est organisé sous forme de halle, où dans nos restaurants, on retrouve l'espace du marailleur avec le poisson frais qui arrive toutes les nuits de Bretagne, qui est cuit devant les clients, une mise en scène d'une boucherie ou bien de maraîcher, c'est-à-dire que la matière première, étant basée sur le mine de Rungis, c'est très très importante pour nous. Et depuis le début, et effectivement, anime nos restaurants de par cette stratégie d'approvisionnement que nous avons au quotidien. Notre démarche RSE est aussi très poussée en insistant bien sûr sur le circuit court, sur le côté sain, sur le côté label, saisonnalité. Nous avons une logistique plutôt performante avec notre propre flotte de camions au gaz naturel qui nous permet d'assurer les derniers kilomètres de notre route de frein parisien en partant de Rungis au quotidien, tant pour nos restaurants d'entreprise que pour les tables de ministres ou de secrétaires d'État. La bienveillance étant une PME est effectivement omniprésente. Et puis, nous concernant effectivement par rapport à Egalim, nous sommes très en avance sur la gestion des déchets et l'anti-gaspillage, qui est un vrai sujet effectivement dans notre secteur d'activité aujourd'hui comme dans les autres d'ailleurs. Donc nos atouts en tant que PME, c'est de mettre le client au cœur du dispositif évidemment, de privilégier le sur-mesure. Nous n'avons pas forcément un concept fermé, mais plutôt quelque chose de très ouvert, où la qualité et le produit autour de notre prestation sont très importantes, ainsi que la souplesse. Aujourd'hui, notre stratégie est plutôt une stratégie de niche. Nous souhaitons ouvrir seulement 2 à 3 restaurants par an et compter une trentaine de restaurants dans les 10 années qui arrivent. Bon, une fois étant dit tout cela très joli, nous avons passé 2 années catastrophiques, avec l'impact Covid évidemment. Donc aujourd'hui, c'est moins 40% de chiffre d'affaires par rapport à un périmètre comparable à 2019. On remarque des tendances de consommation qui se sont accentuées, que nous avions déjà repérées en 2019, mais qui aujourd'hui sont très évidentes. Donc, on souhaite, dans nos restaurants d'entreprise, manger consciemment pour le corps, pour l'esprit,
nutrition plaisir, manger santé. La santé a été vraiment très impactante pendant ces 2 années. On le retrouve dans la manière de consommer dans les restaurants. On souhaite manger moins de protéines, mais de meilleures. Donc, les morceaux de viande sont moins importants, mais par contre, effectivement, on recherche une vraie qualité. On a une vraie augmentation du click and collect, du emporté, qui effectivement est passé de 10 à 30-35% de notre chiffre d'affaires au quotidien. Et puis surtout, aujourd'hui, on a besoin d'outils digitaux, performants et indispensables dans notre quotidien que nous avons dû investir et développer sur les 2 années passées. Alors, quel est notre futur? Quels sont nos défis? Nous, globalement, par rapport à notre offre, on a le sentiment d'être en adéquation parfaite avec les tendances de consommation post-Covid. C'était déjà notre stratégie en amont, mais elle est encore plus réelle aujourd'hui. Il y a 3 impacts majeurs que nous avons relevés. C'est l'impact télétravail, évidemment, où les enjeux, c'est de faire revenir les collaborateurs. C'est l'enjeu de l'employeur, c'est l'enjeu également du restaurateur. Et c'est vrai que notre offre de restauration attractive, conviviale, participe et appuie effectivement l'objectif de chaque employeur, de chaque entreprise. L'enjeu RH, comment recruter, fidéliser, puisqu'aujourd'hui, on a eu un vrai impact de collaborateurs en restauration commerciale qui ont quitté ce métier. Nos atouts pour recruter les talents sont au sein justement de la restauration traditionnelle. Et nos beaux produits, notre circuit court, notre fait maison, fait qu'effectivement, on a de vrais atouts et une vraie attractivité pour attirer ces talents-là et de manière à accompagner notre développement futur. 3e point dans nos enjeux et nos défis, c'est la gestion des flux et de fréquentation qui est complètement bouleversée. Les fréquentations ne sont plus celles de 2019, évidemment, tant en termes de volume qu'en termes de fluctuation. Et là, on a une vraie remise en question. On doit réinventer notre quotidien. On doit essayer de travailler avec les directions ressources humaines, avec les employeurs, les différentes entreprises, de manière à pouvoir adapter nos équipes par rapport aux fluctuations du quotidien. Je pense notamment au vendredi, où on réalise quasiment 30% des couverts par rapport à la moyenne des 4 autres jours. Donc, autant dire que si vous laissez les équipes que vous avez mises en place sur les 4 premiers jours de la semaine, vous perdez votre rentabilité de la semaine. Donc, voilà, de grandes remises en cause dans notre métier. Aujourd'hui, Tradirest, nous sommes plutôt confiants. Nous avons vraiment un positionnement pour être une alternative de ce secteur qui en a besoin, avec un positionnement d'une prestation de qualité supérieure. Nous ne cherchons pas à développer à tout crin avec de parts de marché très larges, mais simplement 2 à 3 ouvertures par an et vraiment avec cette stratégie de niche que j'ai essayé de vous exprimer. Rien n'est encore gagné, évidemment, puisque les enjeux et les défis sont très importants. Mais effectivement, grâce au groupe qui compte 3 sociétés, nous avons pu répartir un peu la charge des risques. Nous avons une activité qui aujourd'hui réalise de l'import-export, en produits aussi de qualité supérieure et qui nous a permis pendant cette période de tenir les rênes et de pouvoir se projeter dans le futur. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, merci pour ce témoignage. Et alors maintenant, je vais passer la parole à Philippe Ponnoura, président du SNRC. Philippe, vous allez devoir faire un peu une synthèse de ces témoignages qui nous prouvent un peu la diversité des sociétés de restauration et puis la réalité actuelle un peu particulière pour la restauration collective. Laurent, bonjour à toutes et à tous. Pour faire une synthèse, en fait, je trouve qu'il y a énormément de cohérence. Donc, c'est pas très compliqué de faire la synthèse quand tous les propos vont à peu près dans le même sens. Et en fait, j'ai un sentiment assez partagé après avoir écouté tous ces témoignages. C'est un sentiment de plaisir, de satisfaction et puis de colère. Alors, alors c'est peut-être ça, défi et controverse, auquel cas je suis bien dans le thème, mais sur la première partie, pourquoi je suis content de tout ce que j'ai entendu, c'est qu'au tout début du chat, de l'émission, il y avait, ou du webinaire, il y avait un commentaire d'une personne qui disait je me demande ce qui a changé en 20 ans et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé. Et en fait, après avoir entendu tout ce que l'on a eu comme témoignage, je pense que c'est assez saisissant tout ce qui a été changé. Donc, je reprendrai pas tous les exemples qui ont été cités, mais quand j'entends qu'aujourd'hui les SRC sont dans les PAT, travaillent à des programmes de préfiguration dans lesquels on est capable d'associer dans le même temps la chambre d'agriculture et les parents d'élèves,
Moi qui fais ce métier depuis 25 ans, ça fait quand même bien longtemps que je n'imaginais pas pouvoir un jour voir cela. Donc, toute cette trajectoire, elle est bonne. Tout le monde l'a dit que ça avait beaucoup d'intérêt. Il y a un intérêt qui n'a pas été évoqué, mais que je rajouterais, c'est qu'on sait tous qu'on a des enjeux de recrutement qui sont des enjeux majeurs et que pour pouvoir recruter des cuisiniers, c'est quand même vachement plus facile quand on a des bons produits à leur donner qui leur permet de valoriser leur savoir-faire. Donc ça aussi, c'est un des atouts que la loi d'Egalim nous apporte, c'est d'avoir un meilleur panier d'ingrédients pour arriver à récupérer les hommes de talent ou les femmes et les hommes de talent dont nous avons besoin. Donc ça, c'est la partie très satisfaite de ce que l'on a fait et quelque part de ce que la loi nous a aussi incité à faire, même si j'ai bien noté que pour tous les témoignages que j'ai entendus, personne n'a attendu la loi pour se mettre dans une dynamique qui était vertueuse. Et là où je suis plus, je dirais, déçu, pour ne pas dire un peu peiné ou même en colère, c'est de voir finalement que toute cette qualité, toute cette valeur apportée, on ne la retrouve pas dans le bilan des entreprises de restauration collective. Et j'ai envie de dire qu'il faut faire attention à ce que la SRC demain ne soit pas l'agriculteur d'hier. Dans cette chaîne dont l'objectif était de trouver les moyens de créer une valeur supplémentaire, ce n'est pas une nouvelle répartition de la valeur. C'est créer plus de valeur pour la répartir différemment. Et les SRC ne peuvent pas être le dernier maillon dans un écosystème économique sur lequel on serait la variable d'ajustement de toutes les contradictions de cet écosystème. Donc, ça a été dit. Aujourd'hui, je crois que c'était M. Ferrat qui a dit la restauration collective en France est peut-être unique au monde. J'ai la chance d'appartenir dans une entreprise qui bosse dans 77 pays. Je n'ai pas fait le tour des 77 pays, mais sans chauvinisme aucun, je suis à peu près sûr que la France a le modèle le plus vertueux. Donc, de grâce, protégeons-le. Et lorsqu'on tire des sonnettes d'alarme en disant « faites gaffe, notre modèle est à risque », vu qu'on n'est pas des gens qui sont habitués ni à se plaindre, ni à chouiner, quand on le dit, écoutons-nous. Voilà, écoutez-nous, pardon. Pour être très transparent avec vous, on a beaucoup mobilisé, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit Bercy, que ce soit Matignon, que ce soit maintenant l'Élysée, pour avoir un tiers de confiance qui objective la situation dans laquelle nous sommes. Je vous avoue que tous les jours, nous avons un collaborateur d'un de ces cabinets qui nous dit que le document est dans le parapheur. Je souhaiterais que le parapheur s'ouvre et que la signature soit apposée le plus rapidement possible pour qu'il y ait cette prise de conscience, pour que finalement toute cette dynamique que l'on a créée depuis maintenant des années, que tout le monde salue, hein. J'ai juste moi un commentaire à faire ou un exemple à donner, c'est qu'on a réalisé il y a 2 mois une enquête auprès de l'IFOP pour savoir comment les Français jugeaient la restauration collective. 70% des Français estiment que la cantine permet de mieux manger et d'être en meilleure santé. 81% des Français trouvent qu'il y a une nette amélioration dans ce qui est proposé. Donc, voilà, conservons cette dynamique et pour qu'elle soit conservée, redonnons à l'alimentation la place qu'elle mérite. Et je ne suis pas un grand financier, mais ça fait longtemps que j'ai compris la différence entre une charge et un investissement. Il est temps qu'on voit l'alimentation et la restauration collective comme un investissement. Merci beaucoup, Philippe, pour cette synthèse. Nous allons passer à un 3e sondage. François, oui. Tu veux le présenter? Alors, très vite, c'est le sondage, j'allais dire, classique maintenant. Les témoignages nous l'ont rappelé et on a tendance à vous demander ce que vous en pensez, c'est-à-dire quels sont vos besoins en matière de mise en œuvre de la loi Egalim. Alors, vous avez une liste là de pas mal d'items, des outils de diagnostic, des outils collaboratifs, une ingénierie amont, on a parlé de PAT évidemment, des financements, est-ce qu'il y a des besoins de mise à niveau des cuisines centrales, des cuisines sur place, etc. La formation des personnels, on en a beaucoup parlé, la volonté politique de l'autorité organisatrice d'y voir un peu clair dans son service, et évidemment l'évolution du prix du repas. Et puis, autre, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied dans ces classifications-là. Vous avez une vingtaine de secondes. Voilà, en fait, et ça nous sollicite assez rapidement. Alors, comme on avait une question sur la Corse, je pense que je vais prendre aussitôt après le témoignage de Anne-Sylvie Charmasson de Nîmes. Et vous allez très rapidement nous dire un peu la spécificité de votre organisation par rapport aux approvisionnements dès qu'on en aura fini avec le sondage. Et on est un peu en retard, on a quelques minutes encore. Voilà. Est-ce qu'au niveau du sondage, ça va?
Ça monte, ça monte. On est à la moitié des participants qui ont répondu. Merci Laurence. Je vous en prie. Peut-être qu'on va bientôt s'arrêter. On est à 59-60%. Est-ce qu'on attend quelques secondes encore? Oui. En fait, peut-être que les sociétés de restauration n'ont pas de besoin. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a entendu. Non, je ne pense pas. Je propose qu'on mette fin au vote parce que ça, oui, voilà, ça stagne. On y va. Voilà. Est-ce que je partage les résultats? Ah, là, c'est net sur l'évolution du prix du repas. Très intéressant. Vous aurez un bilan de tous ces sondages faits, webinaire par webinaire, et on se proposera de faire une analyse globale sur l'ensemble des webinaires qui ont été assurés par le ministère de l'Agriculture. Comme ça, vous aurez une image des besoins. Voilà, merci François. Alors effectivement, il n'y a pas de seuils qui sont distincts entre la Corse et les autres territoires français, de seuil de la loi Egalim, mais par contre, il y a des modes d'approvisionnement qui se distinguent un petit peu en fonction des régions de France. Et Anne-Sylvie, je vais vous demander juste un très bref témoignage sur votre réalité à Nîmes, ce que vous avez réussi à organiser. Oui, je vais essayer d'être très, très brève. Très brève. Donc, ce que nous avons pu organiser avec la Chambre d'agriculture du Gard, c'est un partenariat vraiment main dans la main. La Chambre d'agriculture cherche les producteurs. Donc, un petit rappel, on est en DSP avec la société SHB qui se termine le 31 août 2022. La Chambre d'agriculture trouve des producteurs et depuis 5 ans, nous avons 3 producteurs qui plantent pour la cuisine centrale. Donc, c'est-à-dire, comme on sait exactement, nos menus sont faits par notre diététicienne de la ville. On a travaillé avec la société pour avoir le nombre de kilos que l'on consomme en légumes variés. Donc, on est dans le Gard, on a de la chance, on est un vrai verger. Et de ce fait, on a pu s'engager auprès d'un producteur avec, bien sûr, en travaillant sur le juste prix, qui est contrôlé par la Chambre d'agriculture. Donc, voilà, donc il plante et on s'engage à tout lui prendre sur l'année. Et même plus s'il faut, des fois, il peut avoir… Alors, oui, mais Anne-Sylvie, c'est de proximité. Est-ce qu'il y a des labels chez ce producteur? HVE. HVE, d'accord. Et un bio. D'accord. Voilà. Donc, cette démarche, ça fait quand même assez longtemps que vous l'avez mise en place. Ça fait des années qu'on y travaille, mais on a pu bien concrétiser tout ça depuis 5 ans. Donc, en fait, une leçon de votre exemple, c'est que travailler avec les chambres d'agriculture, ça peut être très intéressant. Tout à fait. Et ça aide surtout à trouver aussi des producteurs. Oui. Ça rassure les producteurs également. D'accord. Ce qui va finalement faire le lien aussi avec Éric Jutin qui est avec nous, donc le lien avec les distributeurs, puisque les distributeurs, quand même, vous êtes un maillon important de l'amélioration des approvisionnements en restauration collective. Éric Jutin, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis bien là. Voilà. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors pour vous, cette amélioration des approvisionnements en restauration collective, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce qui est intéressant en tous les cas à travers tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, c'est qu'on parle de juste budget alimentaire et que ce juste budget alimentaire qui est lié en fait à une montée de la qualité de la restauration, aujourd'hui on voit bien qu'à travers notamment le monde du grossiste-distributeur, mais des sociétés de restauration en particulier, on a des difficultés à pouvoir réajuster le prix de la qualité. Et ça, c'est lié à des choses très, très simples, en fait. C'est qu'on manque, en fait, aujourd'hui de bons indices pour pouvoir réajuster à la fois les prix de vente, qui sont ceux de la partie de la production, jusqu'à la distribution, jusqu'au, en fait, repas final qui sera servi au sein des établissements. Et la loi Egalim, je crois dans cet esprit, en tous les cas, doit demain encore aller plus loin avec les outils qui peuvent être mis en place de manière à pouvoir intégrer de nouveaux indices qui soient en lien avec nos réalités économiques. Lorsque j'entends des sociétés de restauration qui, de l'autre côté, ont des indexations sur des indices INSEE et qui sont, j'ai envie de dire, négatifs par rapport à l'évolution du prix du repas, on a une problématique de fond par rapport à ces indices que l'on rencontre en fait dans bon nombre aujourd'hui de cahiers des charges. Donc le message fort, c'est on est, j'ai envie de dire, sur une filière complète, je veux dire, du producteur
en passant par le grossiste-distributeur jusqu'à la société de restauration. Et ces problématiques que l'on rencontre aujourd'hui, en fait, elles sont exponentielles avec ce que l'on rencontre avec la sortie du Covid, avec l'Ukraine aujourd'hui, et peut-être demain encore d'autres choses. Donc, il faut à un moment donné qu'on se remette en question sur les modèles de constitution des cahiers des charges sur lesquels on est amené à travailler avec la fonction publique et les autres structures. Voilà, c'est vraiment le message, en tous les cas, que je voulais faire passer à ce titre-là. Merci beaucoup, Eric. Alors, je vais demander maintenant à nos intervenants si vous souhaitez réagir. Voilà, parce qu'on c'est vrai qu'on a été un peu rapide, un peu concis. Ou Frédérica, Valérie, vous voulez Frédérica? Moi, je veux bien réagir. Merci d'abord à toutes ces interventions qui étaient extrêmement riches. Juste au titre du ministère, alors M. Ponnoura l'a bien rappelé, hein, il y a déjà eu évidemment en tout cas, la situation est connue, bien entendu. Les acteurs ont été reçus, hein, que ce soit les acteurs des SRC, la CGI pour les grossistes, mais aussi les syndicats agricoles, etc. Enfin, l'ensemble des acteurs, en tout cas, de cette chaîne alimentaire et d'approvisionnement de la restauration collective. En effet, la situation est compliquée actuellement, avec cette sortie de crise Covid et l'inflation donc des prix, et maintenant, en effet, la guerre d'Ukraine qui va mettre encore plus de tension, en tout cas sur les marchés et sur les approvisionnements tout court. Donc, il y a des choses qui ont déjà été faites. Alors, il n'y a pas que les produits alimentaires, hein, mais nous, on s'occupe des produits alimentaires, mais il y a des choses donc, qui ont été des consignes, en tout cas, qui ont déjà été données par le gouvernement pour justement inviter les services de l'État à aménager les conditions d'exécution des marchés et demander aussi aux collectivités de suivre aussi ces consignes. Alors, après, il faut encore que ça soit suivi des faits, on est bien d'accord. Par rapport à ce que disait Eric, là, sur Eric Jutin, sur en effet les révisions de marché pour les futurs marchés, donc on a une fiche aussi qui a été qui vient de paraître, qui a été mise à jour, qui a été actualisée sur l'indexation des prix. Voilà, maintenant, il faut que ça se mette en place, on est bien d'accord, il faut que ça se mette en place et on est complètement, en tout cas, nous, porteurs aussi de ces messages, hein, d'avoir une chaîne. Il faut que tout le monde, en effet, puisse vivre, hein, que ce soit les agriculteurs. Évidemment, nous, ministère de l'Agriculture, on porte aussi cette parole de la rémunération, de la juste rémunération des agriculteurs, mais il faut en effet que personne ne soit perdant. Après, voilà, comment est-ce qu'on va répercuter ça, en tout cas, jusqu'aux convives? Comment est-ce que les collectivités, les services de l'État, les restaurations arrivent en tout cas à aider pour que aussi le prix le prix de la restauration n'augmente pas trop pour les convives. Donc ça, c'est des choses qui doivent être discutées, qui doivent être voilà. Et donc il y a notamment une médiation, je finirai par ça, la mise en place d'une médiation qui est attendue. Donc oui, on attend, comme M. Ponnoura, malheureusement. On espère en tout cas que ça va arriver très très rapidement, avec une pression, comme je le disais, qui est d'autant plus grande dans la situation actuelle avec la guerre d'Ukraine et avec cette nécessité que l'on a, on le voit bien, à avoir en tout cas une souveraineté alimentaire sur la France. C'est d'autant plus prégnant. On l'a eu avec la crise Covid, mais alors là, c'est carrément, ça devient extrêmement tangible. Donc voilà, on y travaille. On va essayer, en tout cas, on fait tout pour que ça puisse déboucher rapidement et qu'on puisse, en effet, ne rien perdre et ne perdre. Vraiment, l'idée, c'est que personne ne reste sur le bord de la route et qu'en même temps, la restauration collective, qui est un modèle, en effet, on l'a dit, un modèle quasi unique, hein, le modèle français, reste une restauration sociale, accessible à tous et qui permette, en effet, d'avoir des repas de qualité, durable, pour tous. Frédérica, une question pour vous. À quelle fiche faites-vous référence, en fait? Alors, c'est une fiche qui a été produite par la direction des affaires juridiques de Bercy. Je peux trouver le lien et vous le mettre dans le chat, si vous voulez. Parfait.
Je pense qu'on a fait, le tour. On avait une dernière question. Quel est le budget moyen d'un repas en restauration scolaire? Et oui, la question des budgets revient et j'espère que cette question ne sera pas réglée que par le coût denrées alimentaires, puisque comme l'expliquait Emmanuel Solou de Restoria, effectivement, ça coûte moins cher d'utiliser des matières brutes, locales, fraîches, de saison, que des produits transformés. Donc, ce n'est pas la référence. Effectivement, il faut parler du coût global de la restauration. Je ne sais pas si une des personnes, un des intervenants souhaite réagir à ce sujet. Ou François? Non, mais effectivement, on peut réagir parce que c'est la bouteille à l'encre. On parle du coût matière, on évite à chaque fois de parler du coût complet des repas en analysant chacun des postes. Et c'est bien cette approche-là qu'il faut avoir. Et les régions, les départements ne sont pas égales ou ne sont pas égaux les uns les autres. Le recrutement n'est pas le même d'une région à l'autre. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les coûts ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est très compliqué d'avoir une approche homogène sur l'ensemble du territoire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que chaque autorité organisatrice analyse ses propres coûts et les connaisse, ce qui n'est pas gagné. Merci François. Nous sommes donc à l'heure et ponctuelle. Et Laurent, je voudrais juste intervenir, Valérie. Oui, parce que j'ai fait une fausse manip dans la question-réponse. Je voulais répondre, peut-être nous avons des participants qui viennent des DOM-TOM et beaucoup se posent la question des seuils dont on a parlé, des 50% et des 20%. Donc, je voulais juste rappeler que pour ces territoires et ces départements, les seuils sont différents. Et sur Ma Cantine, nous avons un article de notre blog qui renvoie vers ces différents seuils. Donc, effectivement, on n'est pas sur les mêmes objectifs et ils sont complètement adaptés. Voilà, j'ai répondu oralement, mais en fin de réponse. Merci Valérie. Oui, c'est une précision importante qui nous amène à souligner le fait que la plateforme Ma Cantine est une plateforme très intéressante, riche en informations sur le secteur de la restauration collective, très utile pour tous les professionnels de la restauration collective et pas que, toutes les personnes qui s'intéressent à ce secteur-là. Donc, rendez-vous sur macantine.beta.gouv.fr. Écoutez, merci beaucoup à tous les intervenants pour vos témoignages. Vous pourrez retrouver cette vidéo donc sur le site YouTube Défis et controverses, ceci dans quelques jours, et nous vous ferons parvenir des réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre par la newsletter. Écoutez, merci encore pour votre participation. Merci. On vous donne rendez-vous le 5 avril pour parler de la restauration collective dans les EHPAD. Après, ce sera l'hospitalier. Après, ce sera les collèges et lycées. Après, ce sera au mois de juin. Nous terminerons avec les lycées et collèges privés. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.